Bonsoir Monsieur Besson. Bonsoir Olivier Mazerolle. On va évidemment parler de l'industrie, puisque c'est votre secteur, du déclin industriel en France et comment on peut espérer peut-être remonter la pente, du poids de ce déclin dans le déficit commercial de la France, qui est important, je le rappelais tout à l'heure, 75 milliards d'euros en 2011. Mais tout de suite, évidemment, l'actualité avec cette perte du AAA qui a été longtemps présentée par la majorité, par le gouvernement, par le président de la République comme une cause nationale. Et puis subitement, on nous dit presque que ça n'a pas une très très grande importance. Comment peut-on dire ça? Ce n'est pas tout à fait cela. Le Premier ministre a dit hier qu'il ne fallait ni sous-estimer, ni surestimer. La France ne s'est pas vidée de son sang hier parce qu'une agence sur 3 a décidé, alors qu'il y a 21 crans, de nous mettre à 20 sur 21. Ça n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, mais ça n'est pas non plus une catastrophe. La France a tous les moyens de rembourser sa dette. Elle emprunte aujourd'hui à des taux historiquement bas. Quand on se souvient que dans les années 2001-2002, nous empruntions à près de 5%, nous empruntions en fin de semaine dernière à 3,08. Et le projet de loi de finances pour cette année, 2012, a été bâti sur une hypothèse d'emprunt à 3,7. Donc nous avons les marges de manœuvre. Simplement, il a toujours été dit effectivement que c'était quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les intérêts de la dette, non pas le capital que nous remboursons, mais les intérêts de la dette eux-mêmes, ça représente plus de 40 milliards, plus de 45 milliards même en France aujourd'hui. Donc le taux d'intérêt est quelque chose d'important. Alors, au-delà des questions économiques sur lesquelles on va revenir et financières, il y a aussi le choc politique, le choc psychologique. Après tout, Nicolas Sarkozy apparaissait jusqu'à présent, en tout cas après la première crise de 2008, comme étant le capitaine qui pouvait tenir fermement la barre du bateau. Alors, je vous pose une question plus directement, une question qu'on a enregistrée dans la rue, une personne qui s'appelle Séverine. Est-ce que M. Hollande va réellement profiter de la perte du AAA français ? Écoutez, je ne sais pas. Il y aura une forme de café du commerce politique dans les jours qui viennent. Ça a commencé ce week-end. Peut-être, puisque votre émission est un peu longue, on a le temps de remettre un peu les choses en perspective. Oui, mais quand même, François Hollande a bien dit hier, Nicolas Sarkozy a perdu la bataille du AAA. C'est sa politique qui est sanctionnée. Martine Aubry a dit il restera à jamais le président de la dégradation de la France. Ça va peser dans le débat politique. On va le voir. Mais d'un mot, d'abord, François Hollande serait qualifié pour le dire si d'une part les propositions qu'il avait faites lui-même depuis 5 ans avaient été dans le sens de ce qu'attendent les agences de notation et si à contrario Nicolas Sarkozy avait ouvert les vannes. Est-ce que je peux rappeler que ce qu'on a appelé la revue générale des politiques publiques, le terme est barbare, la RGPP. Moi j'étais secrétaire d'État quand je suis entré au gouvernement, secrétaire d'État à l'évaluation, je participais à ces exercices et tout le monde disait c'est la commission de la hache, Nicolas Sarkozy va trop loin, il veut réduire les dépenses publiques de façon excessive. Souvenez-vous, l'affaire dite du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, qui a abouti au fait que pour la première fois cette année, nous avons réduit les dépenses publiques de l'État en valeur. Tout le monde avait dit à l'époque, il va trop loin, pourquoi il s'en prend aux dépenses de l'État? Je crois que ce qui a marqué le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est justement en permanence cette idée que la France devait redevenir compétitive, qu'elle devait s'adapter, qu'elle devait se réformer, et que dans cette compétitivité, cette réforme globale, la place de l'État a été importante. Quand, enfin, François Fillon dit, je crois que c'est ce matin, dans les colonnes d'un journal, François Hollande pourrait proposer son programme au crible, entre guillemets, de l'agence Standard & Poor's, on se doute bien que François Hollande... il dit « je veux pas », parce que de toute façon, je ne me suis jamais soumis au jugement des agences de notation. Faudrait-il déjà qu'il en ait un de projet et de programme? Il y a eu une jolie formule, elle est d'Éric Woerth sur Europe 1 cette semaine, il dit « François Hollande écrit son programme avec une gomme ». C'est ce que j'ai vu de plus drôle cette semaine, parce qu'on y reviendra peut-être. Chaque fois qu'il y a une proposition, elle est ensuite atténuée ou retirée. Mais surtout, qui pourrait croire un seul instant que la notation de la France
France, avec beaucoup de dépenses, on y reviendra peut-être, dans l'esquisse du projet socialiste et beaucoup d'augmentation des impôts, qui pourraient croire une seule seconde que c'est mieux. Mais si vous le permettez, je voudrais... On va revenir sur l'aspect financier, économique de la deuxième dans l'émission. J'espère qu'on reviendra quand même sur cette crise et ses explications. Parce que Mélanie Delatte vous posera des questions là-dessus. Vous êtes convaincu, vous, que Nicolas Sarkozy n'a pas perdu la présidentielle avec cette histoire de perte du triple A? J'en suis totalement convaincu, mais je crois surtout les Français lucides et raisonnables. Je sais ce que sont les sondages. Ils ont entendu dire il faut se battre pour le triple A et encore et encore. C'était la bataille de la Marne. Simplement, on l'a perdu. Chaque fois que je vais sur ma commune, je discute avec les habitants de ma commune. Et en plus, dans mon équipe municipale, j'ai des gens de droite et des gens de gauche. Donc j'ai un échantillon représentatif assez facile. Chaque fois qu'on discute, et ça nous arrive souvent, je leur dis: est-ce que vous pensez que quelqu'un, à la place de Nicolas Sarkozy, aurait fait mieux depuis 2007 ? Je peux vous assurer que je n'ai pas souvent de noms qui viennent à l'esprit, à la bouche de mes amis et de mes interlocuteurs. Et la question est valable aussi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un pense qu'aujourd'hui, pour résoudre la crise qui est une crise européenne et qui n'est pas une crise française, on y reviendra dans le débat si vous le voulez bien, est-ce que quelqu'un serait mieux qualifié que Nicolas Sarkozy pour s'asseoir à la table, par exemple, du Conseil européen le 30 septembre, pour aller négocier avec la Chine, négocier avec Barack Obama? Moi, je crois, et je l'ai vu à l'œuvre, c'est pour ça peut-être que je tiens cette conviction, je crois qu'il est toujours le mieux qualifié, d'où ma conviction. François Hollande dit: moi j'obtiendrai de Mme Merkel ce que Nicolas Sarkozy ne peut pas obtenir, le rôle de la BCE, les eurobonds, une relance. Écoutez, je vais reprendre la formule que certains de mes collègues du gouvernement ont utilisée, et j'imagine qu'on en discutera tout à l'heure avec Jean-Vincent Placé. On a déjà vu ce qu'était la capacité de négociation de François Hollande dans l'accord avec les Verts. Ce n'est pas péjoratif pour Mme Joly ou pour Mme Duflot, mais dire j'obtiendrai beaucoup plus de Mme Merkel quand on n'a pas pu obtenir quoi que ce soit, et même qu'on a un si mauvais accord avec les Verts, très franchement, ça prête à sourire. Mais vous voyez, je suis entraîné sur ce que j'aurais aimé ne pas faire, c'est-à-dire un certain nombre de petites phrases politiques, alors que je pense qu'il y a une cohérence à ce qui est en train d'arriver et que la réponse française et européenne doivent être aussi cohérente. Alors, François Fillon, le Premier ministre, a annoncé ou confirmé hier que des mesures de restructuration, c'était ça la réponse finalement, en tout cas c'était la poursuite de la politique actuelle du gouvernement, mesures de restructuration importantes qui seront décidées à la fin du mois de janvier, après le sommet social qui aura lieu mercredi prochain. Et on s'attend, et il a notamment indiqué qu'il y aurait un transfert des charges qui pèsent sur les entreprises, sur les cotisations sociales versées par les entreprises, vers l'impôt. Alors, ça provoque quelques états d'âme chez les députés de la majorité qui voient avec terreur arriver une sorte de TVA sociale. Jérémy Trottin a repris cela, je vous propose d'écouter. TVA sociale ou TVA anti-délocalisation, peu importe le nom, les Français y sont opposés à 55%. De quoi inquiéter les députés de la majorité à quelques mois des législatives. Chaque député qui va voter ce texte sait qu'il va perdre autant de points qu'il y aura de points de TVA en plus. Car c'est bien les résultats aux prochaines législatives qui font peur dans les rangs de l'UMP. Si la plupart des députés estiment que la mesure est nécessaire à l'économie, le calendrier, lui, ne serait pas le bon. C'est typiquement une réforme qu'il faut engager en début de législature. En début de législature, pour que les Français puissent voir les effets de la mesure à long terme et pas seulement l'augmentation de la TVA, difficile à défendre devant les électeurs, soucieux de préserver leur pouvoir d'achat. Pour Chantal Brunel, la réforme pourra être soutenue, mais qu'à certaines conditions. La TVA anti-délocalisation est une bonne idée s'il y a une baisse des charges salariales, c'est-à-dire que si, fin avril, chaque salarié a une hausse de son salaire net. Même François Fillon s'interrogeait cette semaine sur le possible impact de la mesure dans l'opinion. Mais le chef du gouvernement a surtout appelé la majorité à faire bloc derrière Nicolas Sarkozy, car tous savent que la réforme est risquée. Elle a déjà été abandonnée une première fois en 2007 face au risque électoral.
Alors, non seulement les Français n'en veulent pas, mais à l'UMP, en tout cas, beaucoup de députés s'interrogent. Vous savez, quand on parle de calendrier, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une phase où nous, politiques, et nous, membres du gouvernement, nous essayons de dire ce que nous croyons bon pour le pays, bon pour l'emploi, bon pour la compétitivité. Et on veut en permanence nous ramener à l'élection d'avril et mai, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une seule grille de lecture. Est-ce que c'est bon pour Nicolas Sarkozy ou est-ce que c'est mauvais pour Nicolas Sarkozy? Oublions 30 secondes, je ne suis pas naïf, je sais qu'il y a une élection présidentielle, mais oublions 30 secondes cette grille de lecture-là et disons-nous simplement comment font les pays qui réussissent. Et la réponse, là, est très simple. Lorsqu'ils ont, comme nous, un haut niveau de protection sociale, ils prélèvent moins sur le salaire. Les cotisations sociales patronales, et parfois salariales d'ailleurs, mais en tout cas patronales systématiquement, sont beaucoup plus légères. Ce qui fait que dans un certain nombre de secteurs, dont celui qui m'est cher, celui de l'industrie, la compétition n'est pas égale. L'Allemagne, qui est souvent citée en exemple, et à juste titre, l'Allemagne a commencé il y a 10 ans, sous Gerhard Schröder, c'est-à-dire le chancelier allemand en place il y a 10 ans, socialiste, social-démocrate en tout cas, un plan de réforme. Et il a notamment fait cela, c'est-à-dire qu'il a commencé à alléger les cotisations sociales patronales. Aujourd'hui, l'industrie allemande se porte mieux. Soyons justes, pas seulement pour ça, mais notamment pour ça. Quand vous regardez, par exemple, un autre pays qui fait partie des 4 pays qui n'ont pas été dégradés hier, la Finlande, même chose. Le Danemark, même chose. La Suède, même chose. Ils ont augmenté leur taux de TVA et ils ont, en contrepartie, baissé la part des cotisations sociales. Donc ça veut dire que ce qui marche dans les pays très compétitifs, c'est intéressant de le regarder. De toute façon, à la fin, le salarié et le consommateur, c'est la même personne. Ne nous faisons pas d'illusions. Donc on paie pour la protection sociale. Est-ce que c'est mieux de payer avant, de faire payer le capital et le travail avant ou en amont, en aval, la consommation? Moi, je crois, et l'expérience prouve, qu'il vaut mieux taxer la consommation que le facteur travail et le facteur capital. Mais vous voyez bien que à peu près personne ne croit que les entreprises vont répercuter intégralement la baisse des charges sur les prix des produits tout le monde commence qu'elles mettent sur le marché. Sans connaître la proposition que va faire le président de la République. Moi, je n'ai pas entendu de la bouche du président de la République ou du Premier ministre. Est-ce que vous croyez qu'il faut vraiment qu'il y ait aussi une ristourne sur les cotisations salariales versées par les salariés? Mais ça dépend ce que vous cherchez à faire. Si vous voulez doper la compétitivité, c'est-à-dire la capacité des produits industriels français à exporter d'une part et à résister mieux aux délocalisations. C'est clairement sur les cotisations sociales patronales qu'il faut faire porter l'effort. Si vous voulez en faire une mesure de pouvoir d'achat, à ce moment-là, c'est effectivement sur les cotisations salariales. C'est plutôt la première version qui semble être la bonne aujourd'hui, en tout cas présentée par le gouvernement. C'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, il me paraît, moi, c'est pas une façon de négliger la préoccupation du pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, la première préoccupation, c'est l'emploi, c'est la réindustrialisation, c'est lutter contre les délocalisations. Donc je crois qu'on en a besoin. Et d'un mot, ne faisons pas une fixation sur la question de la TVA anti-délocalisation. Le président de la République a clairement dit, qu'il mettrait cette proposition sur la table. On ne connaît pas son taux, on ne connaît pas son ampleur, ses modalités. Et deuxièmement et surtout, il a dit qu'il formulerait beaucoup d'autres propositions. Justement, quand même, une dernière question sur la TVA, le pouvoir d'achat. Jean-Paul Delevoye, qui était UMP il n'y a pas encore si longtemps, qui est aujourd'hui président du Conseil économique et social, sort un livre dans lequel il rappelle que pour 12 à 15 millions de personnes en France, les fins de mois, ça se fait entre 50 et 150 euros. On peut toucher au pouvoir d'achat dans ces conditions? D'abord, il y a des choses très, très distinctes. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy sera marqué par le fait qu'un certain nombre d'actions à usage, à destination des plus modestes, ont été mises en œuvre. Je rappelle le RSA, qui change la vie pour plus d'1 million de personnes. Le minimum vieillesse aura augmenté sous le quinquennat de 25%. L'allocation adulte handicapé aura augmenté de 25%. Les pensions de réversion, c'est très important pour les veufs ou les veuves qui ont des petites pensions, auront considérablement augmenté. Mais il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de gens tirent le diable par la queue. Mais bien sûr, qui nie l'ampleur de la crise qui est née en 2008? Simplement, comparons. Le pouvoir d'achat global des Français a augmenté depuis 2007. Globalement, il a augmenté.
peu, diront certains, mais il a augmenté. Dans beaucoup de pays européens, il a considérablement régressé. Ce n'est pas nous qui inventons le fait que dans beaucoup de pays européens, les salaires des fonctionnaires ont été baissés de 10, 15, 20, parfois 25%. Les retraites ont été baissées. Je ne dis pas qu'on vit dans une situation opulente et je ne sous-estime pas les difficultés de certains Français. Je dis simplement, soyons justes, lucides et comparons. La France est en difficulté, mais globalement, le système de protection sociale français a mieux résisté que d'autres et nous avons plus protégé les Français que d'autres peuples européens. Alors parmi les autres mesures envisagées, en tout cas, il y en a une qui semble faire consensus, c'est le soutien au chômage partiel plutôt que le licenciement, c'est-à-dire permettre aux salariés de rester dans l'entreprise avec une compensation pour garantir un maintien. Oui, ça coûte cher et c'est une bonne chose. Maintien du salaire. Oui. Et puis il y a vraisemblablement aussi le fait qu'on va qu'on va abolir pratiquement définitivement les 35 heures. Le système qui, dit-on, coûte 10 à 12 milliards, en tout cas c'est une proposition de l'UMP, qui est au budget de l'État. Il y a eu cette étude récente d'un institut qui est proche du patronat qui indique que les salariés français travailleraient par an 225 heures de moins que les Allemands. On peut se demander si c'est le seul critère d'efficacité, parce que ceux qui travaillent le plus sont les Roumains. Bon, je ne suis pas sûr qu'on envie vraiment le niveau de vie et la productivité des Roumains. Mais enfin, est-ce qu'on va toucher à ça ? Est-ce qu'on va faire en sorte que les heures de travail soient programmées dans chaque entreprise, dans chaque branche ? Il y a deux choses dans votre question. Il y a les comparaisons et il y a ce qu'on va faire ou ce que le président va proposer ou pas mercredi. Sur la première partie de la question, la seule chose qui est intéressante de comparer, c'est le coût du travail global intégrant la productivité. Et de ce point de vue-là, les choses sont simples. Il y a 10 ans, le coût du travail global, productivité incluse, était légèrement inférieur en France par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une différence de 15%. Ça veut dire que les courbes se sont croisées. Les Allemands ont globalement réduit le coût du travail, productivité incluse. Nous l'avons augmenté. Ça ne veut pas dire que les salaires sont trop élevés, ça veut dire que notre financement de la protection sociale est inadapté. Pour ce qui concerne mercredi, je ne sais pas, vous dites vraisemblablement... non, je prends les propositions de l'UMP. Je ne sais pas. Le président de la République a dit quoi ? Il y a 2 temps. Mercredi, je mets sur la table un certain nombre de propositions fortes pour tenir compte de la force de la crise. J'écoute les syndicats, je dialogue avec eux et je prends des décisions. Et il a dit aujourd'hui qu'il parlerait aux Français avant la fin du mois. Donc voilà, on va entrer dans un cycle d'une quinzaine de jours de dialogue avec les syndicats, avec le patronat. Et chacun pourra s'exprimer. Pour conclure cette première partie de l'émission, vous ne regrettez pas d'être devenu sarkozyste et de ne plus être socialiste ? Vous avez le sentiment depuis le début de cette émission ou depuis... Jamais vous n'avez eu un moment de regret ? J'ai toujours assumé. J'ai dit en 2007 que Nicolas Sarkozy me paraissait mieux préparé à exercer la fonction présidentielle dans les temps de 2007 que Ségolène Royal. Je n'ai aucune raison aujourd'hui de remettre en cause ce choix. À aucun moment vous vous êtes dit quand même il m'a fait supporter un débat qui a été très controversé sur l'identité nationale. Bref, enfin il s'est un peu servi de moi. Vous n'avez jamais dit ça ? Mais sur l'identité nationale... Non, on ne va pas revenir sur le fond du débat. Moi j'ai défendu quelque chose de simple. Une France accueillante, ouverte, intégratrice, où liberté, égalité, fraternité sont notre boussole principale. Pourquoi devrais-je être gêné ? Est-ce que vous ne voyez pas ces sondages qui indiquent la montée du Front National aujourd'hui ? Ça ne s'explique pas que par ces discussions-là. Des problèmes sociaux, des problèmes de délocalisation, il y a quantité d'autres sujets. Mais oui ou non, est-ce que les Républicains peuvent un jour traiter simplement, en restant fidèles à leurs valeurs, un certain nombre de questions qui se posent, dont notre capacité d'intégration ? Une dernière question, on dit beaucoup, vous avez envie de quitter la politique ? Vous avez du vague à l'âme ? On dit beaucoup. Moi, je vous pose la question, justement pour savoir. Certains de vos confrères écrivent. Oui. Moi, je n'ai jamais dit un mot sur le sujet. Vous allez rester dans la politique. Je suis en politique, je suis ministre de l'Industrie et très heureux de l'être, et comme tous mes collègues ministres, ou comme tous les hommes et femmes politiques, j'aurai le droit de me poser cette question le 6 mai à 20h05, quand on connaîtra les résultats. Mais aujourd'hui, ça n'est pas ma préoccupation. Vous savez, on en reparlera peut-être tout à l'heure, j'ai tellement de dossiers. Le dossier Petroplus, quantité de dossiers, je n'ai pas le temps de me poser ces questions-là. Eh bien, on va passer à la séquence suivante dans un instant avec Mélanie Delattre. On va parler de la politique économique du gouvernement et évidemment
de la politique industrielle. Avec plaisir.